Le journal de l'économie maintenant avec Christophe Dansette. Bonjour Christophe. Bonjour Philomène. Et pour commencer votre journal de l'économie, le Rwanda, mais sous un angle économique, c'est l'occasion justement de faire le point sur la situation économique de ce pays. Oui, car c'est un pays en pleine croissance, 7% par an en moyenne depuis 10 ans, c'est énorme. On parle même de miracle rwandais, puisqu'en un peu plus de 20 ans, et surtout après le génocide de 1994, il est devenu une puissance économique majeure du continent africain. Laure Wagner. Ces gratte-ciels sont le symbole d'un Rwanda qui avance. Le Kigali Convention Center a été inauguré en 2016. Ce centre de conférence de 2600 places incarne l'ambition de tout le pays, devenir une économie de services et un hub régional pour le tourisme d'affaires. Nous devrions réduire la part de la population qui travaille dans le secteur agricole, qui représente toujours 70% des travailleurs, et avoir plus de personnes qui travaillent dans l'industrie et les services. Et une fois que nous y serons parvenus, notre ambition en tant que pays, c'est que le Rwanda devienne une économie basée sur les services et la connaissance. En 20 ans, le PIB par habitant a été multiplié par 5, et depuis 2000, la croissance annuelle moyenne est d'environ 7%. Un miracle économique qui repose en grande partie sur Crystal Ventures, un fonds d'investissement créé en 1995 par le parti de Paul Kagame, le Front patriotique rwandais, pour stimuler l'économie et reconstruire le pays après le génocide. Aujourd'hui, ses actifs sont estimés à quelques 500 millions de dollars et Crystal Ventures est présent dans presque tous les secteurs de l'économie du pays. Mais ce développement effréné ne touche pas tous les Rwandais. Si le taux de pauvreté a baissé de 25% ces 20 dernières années, plus d'un tiers de la population vit toujours sous le seuil de pauvreté. Et nous jetons, Christophe, un coup d'œil sur les marchés financiers. Quelle est la tendance en Asie? Tendance mitigée, Philomé, avec du vert à Shanghai et à Séoul, l'équilibre à Hong Kong, et puis clôture en baisse pour le Nikkei, moins 0,38%. L'indice japonais qui a été pénalisé par la remontée du yen face au dollar, ce qui a pénalisé les exportations japonaises. Le dollar est lui en difficulté après l'article du Washington Post qui annonce qu'un grand jury pourrait être constitué dans l'affaire de la possible ingérence russe dans la dernière campagne présidentielle. Une étape décisive vers un éventuel procès. Ces informations n'ont pas eu le temps d'avoir un impact sur Wall Street où le Dow Jones a terminé en très légère baisse, plus 0,04%, ce qui permet tout de même au Dow Jones de signer une 7e séance consécutive de hausse, 7e record donc. C'est le S&P 500 et le Nasdaq en revanche marque une petite pause et termine en léger repli. L'actualité des entreprises, en bref, en image, on commence par la SNCF en France qui s'est fait vertement sermonner. Elisabeth Borne se montre effectivement très ferme. Elle donne 3 mois à l'entreprise ferroviaire pour modifier ses procédures et appliquer 9 recommandations d'un rapport qui revient sur la panne géante à la gare Montparnasse du week-end dernier. Une panne qui a conduit à l'annulation de 20% des TGV sur 3 jours. Rome enquête sur la prise de contrôle de Telecom Italia par Vivendi. Le gouvernement se dit prêt à activer son veto si les règles n'ont pas été respectées. Le ministre italien du développement économique affirme que cette enquête n'a rien à voir avec la nationalisation provisoire récente en France de STX que souhaite pourtant acheter le groupe italien Fincantieri. Et enfin, Toyota annonce des bénéfices en hausse de 11% à 5,6 milliards de dollars, supérieurs aux attentes pour ce deuxième trimestre. Un résultat qui tombe alors que le groupe veut renforcer son alliance avec Mazda pour développer des voitures électriques en commun. Les deux constructeurs pourraient ouvrir ensemble une usine aux États-Unis avec à la clé 4000 emplois. Et pour fermer votre journal de l'économie, Christophe Dansette, le football, Neymar, on n'y échappe pas, les chiffres qui continuent d'affoler les compteurs. Le joueur brésilien a racheté sa clause de départ pour 222 millions d'euros. C'est tout simplement de très loin le transfert le plus cher de l'histoire, 2 fois plus cher que celui de Paul Pogba à Manchester United l'année dernière, qui n'était que de 120 millions d'euros si je puis dire. C'était pour l'instant le record. Des montants fous à comparer avec celui du milieu de terrain ghanéen Mohamed Soumaïla qui vient d'accepter
accepté de jouer pendant un mois pour un club de National turc pour la modique somme, tenez-vous bien, de 10 litres d'huile d'olive. Un transfert qu'on peut considérer comme l'un des moins coûteux de l'histoire.